De vous à nous, sécurité des données, prise 2. Ah mince, dans l'autre sens. Prise 3 du coup. Si vous avez des questions sur Doctolib, eh bien vous êtes au bon endroit et on va vous répondre. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce podcast De vous à nous, le podcast Doctolib dans lequel on va prendre le temps de répondre à toutes les questions que vous vous posez le plus sur Doctolib. Je suis Marion, je suis en charge du programme Pionnier et du programme Légende, qui sont notre communauté de praticiens et notre communauté de secrétaires et d'assistants médicaux. Comme mes collègues, je lis tous vos commentaires sur les réseaux sociaux et sur notre communauté en ligne. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur une thématique qui revient beaucoup, la sécurité des données chez Doctolib. Je suis avec le directeur en charge de ce sujet. Bonjour Cédric. Bonjour à tous, salut Marion. Bienvenue dans cet épisode. Merci beaucoup. Apparemment, j'ai l'impression qu'il y a eu un dress code. On s'est mis d'accord sans le vouloir sur la couleur blanche. Je pense que c'est plutôt de la connivence cosmique, mais on y reviendra. Eh ben, écoute, peut-être qu'on trouvera la réponse dans les questions qu'on va lire. Alors, est-ce que tu peux juste, avant qu'on lise un peu toutes les questions des internautes qu'on a sélectionnées en amont, enfin qu'on a sélectionnées, mais qui sont celles qui reviennent sans arrêt en réalité, tu peux juste nous redire un peu qui tu es et combien de personnes vous êtes pour gérer tout ça? Comme tu le disais en introduction, j'ai la responsabilité de la sécurité des données dans les environnements de Doctolib. Ça fait 4 ans que j'occupe ce poste, pour être précis. Et aujourd'hui, j'ai 21 personnes qui travaillent avec moi sur ce sujet à temps plein. Et est-ce que tu penses que tu vas être surpris par les questions qu'on va lire? Peut-être, je sais pas. Il y en a qui reviennent très fréquemment parce que je suis contacté assez régulièrement sur pas mal de sujets par différentes personnes. Et pas de moi. Allez, c'est parti. Alors, on va tout de suite passer à l'attaque. La première question qu'on a reçue, c'est assez global. Comment Doctolib sécurise les données? On entend souvent parler de chiffrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est une question effectivement qui revient très 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 souvent. C'est pas simple d'y répondre avec des mots non techniques, je vais essayer de le faire. Pour nous, le chiffrement, c'est important parce que c'est quelque chose qui nous permet de garantir la confidentialité des données. Le chiffrement, c'est quelque chose qui existe depuis à peu près 2000 ans, voire même plus que ça. Et c'est utilisé depuis l'Antiquité. Il y a un algorithme qui est très connu, qui était utilisé au temps des Romains, qui porte le nom d'un empereur romain, c'est l'algorithme César. Pas du tout mégalo, c'est bien. Exactement, pas mégalo du tout. La manière dont il fonctionne, c'est assez simple, c'est des permutations de lettres dans l'alphabet. Donc au lieu d'écrire bonjour avec les lettres qu'on a l'habitude d'écrire, vous décalez d'une lettre et ça fait un message codé. Donc vraiment, le chiffrement, c'est ça. Très espionnage dans le style. Exactement. Donc le chiffrement, c'est ça vise à rendre illisible à des gens qui ne connaissent pas le secret, un message qu'on va transférer, un document, une information. Et c'est un mécanisme qui est très pratique en sécurité informatique parce que ça permet réellement de s'assurer que, par exemple, juste toi et ton praticien avez accès aux données que vous voulez vous partager. Donc c'est vraiment du codage pour assurer un max de sécurité. Et on lit justement, il y avait une petite question, est-ce que tu as des exemples de comment ça s'organise en interne et ce que vous faites concrètement? Il y avait un précédent podcast dans lequel tu étais intervenu et tu avais une image que j'aimais bien où tu parlais d'une équipe rouge et d'une équipe bleue avec laquelle, que tu mets en place avec des simulations en fait de cyberattaques et de choses comme ça. Assez intéressant, tu peux nous en parler? Ouais, bien sûr. On fait pas que ça. Je vais commencer par là, je vais garder ça par la fin parce que c'est le truc le plus rigolo. Mais aujourd'hui, l'équipe cybersécurité chez Doctolib elle est divisée en 4 grandes équipes. Une partie de mes équipes qui travaillent main dans la main avec nos équipes de développement produit pour s'assurer que les logiciels qu'on met à disposition des patients et des praticiens répondent à tous nos enjeux de sécurité. Donc j'ai une équipe qui ne fait que ça. Une autre partie de l'équipe qui s'occupe de la sécurité de nos plateformes d'hébergement. Une autre partie de l'équipe, comme tu le sais, qui s'occupe de la sécurité de tous les employés de Doctolib, que ce soit la sécurité de vos ordinateurs, les formations qu'on vous met à disposition. Oui, je pense qu'ils nous écrivent souvent pour justement vérifier qu'on est bien... Exactement, donc pour un peu d'éducation, d'acculturation à la cybersécurité. Et puis on a une dernière partie de l'équipe finalement, qui est cette fameuse équipe... alors en anglais on dit Red Team et Blue Team, donc en français équipe rouge, équipe bleue, qui ont un rôle chacune, et c'est assez facile à comprendre. Donc, on va avoir une équipe qui va s'occuper d'attaquer nos plateformes. Ça, c'est le rôle de l'équipe rouge. Et une équipe de bleue, manière fictive, bien sûr, je le précise. c'est des simulations. Et une équipe bleue dont l'unique rôle est de défendre la plateforme et les applications. Donc, pour le comprendre de manière un peu simple, on pourrait schématiser ça en disant que l'équipe bleue va poser, comme dans le cadre d'une maison, des alarmes pour détecter si quelqu'un a ouvert une fenêtre, ouvert une porte, essayer de tenter de s'introduire par le garage. Et le but de l'équipe rouge, c'est de ne pas se faire attraper par ces capteurs et de pouvoir accéder à des données ou à des informations auxquelles ils n'auraient pas dû avoir accès. Et donc, du coup, on essaye de simuler ça de manière assez régulière
pour s'assurer que... Pour s'entraîner. Alors, pour s'entraîner, pour s'assurer que ce qu'on fait, ça répond bien à nos enjeux. Et en plus de ça, on travaille avec une société française qui nous rend un service qu'on appelle Bug Bounty, encore une fois en anglais. Alors, la traduction française est un peu moche, mais c'est chasse aux primes. Donc en gros, t'imagines que c'est des hackers éthiques à qui on va verser des primes si jamais ils arrivent à déjouer des sécurités qu'on a mis en place. Ah ouais, c'est un peu votre équipe de collaborateurs, mais externes finalement. En gros, on embauche des gentils méchants pour essayer de casser notre plateforme. Et on les paye s'ils y arrivent. Ok, très clair. Et alors, il y a une autre chose qui revient pas mal. Alors, je lis, et c'est un praticien qui nous a demandé, est-ce que c'est pas plus risqué de conserver les données de mes patients dans une solution en ligne comme chez Doctolib, plutôt que sur mon propre disque dur? Alors, je trouve que ça, c'est vraiment un exemple hyper illustrant. Et j'en parlais l'autre jour avec ma collègue Flore, qui a pas mal travaillé sur le terrain, où elle me disait justement qu'il y a pas mal de praticiens, des fois, qui aiment bien, tu vois, ce côté, j'ai mon disque dur, hop, avec mes données dans mon tiroir, je sais où il est, hop, de toute façon, on va certainement pas attaquer mon cabinet. Je pense que, voilà, si tu as une inondation, un feu ou quoi que ce soit d'autre, ça me semble un peu compliqué quand même, non? Alors moi, j'ai quelques amis aussi qui m'ont posé cette question-là. La meilleure analogie que j'ai pour répondre à ça, c'est, imaginez, vous avez des biens de valeur, peut-être toi, tu as des biens de valeur, des bijoux, des choses, enfin des éléments qu'on t'a légués, etc., que tu veux protéger. Un des premiers réflexes des gens, ça va être d'acheter un petit coffre-fort et de le mettre dans la maison. Oui. Par exemple. Puis tu sais où il est, tu le gardes à portée de main. Ouais. En revanche, ce qu'on peut assez facilement comprendre, c'est que c'est beaucoup moins sécurisé que si tu avais mis ce même coffre-fort dans une banque. Puisque la banque, elle a des investissements, elle a du personnel pour gérer ses coffres-forts. Donc en fait, pour nous, c'est un peu la même chose. Que ça soit les équipes sécurité ou le reste des équipes qui travaillent à construire les produits, on a une force de frappe et un investissement en temps et en argent qui est beaucoup plus important qu'une personne seule qui aurait un ordinateur chez elle pour protéger ses données. C'est normal d'ailleurs, c'est aussi ce pourquoi on nous paye, entre autres, et ce qu'on attend de nous. En fait, pour nous, l'enjeu finalement, c'est de nous assurer que toute la charge cognitive qui est apportée par des enjeux de sécurité, qui ne sont pas honnêtement les préoccupations ni des patients, ni des praticiens pour la majeure partie des cas, leur fournir des solutions qui embarquent de manière native toutes les protections de sécurité, les protections de sauvegarde, les protections liées à la protection des données personnelles, etc. etc. Ouais, qu'ils n'aient pas à s'occuper de ça, avec déjà les journées qui sont déjà bien chargées, n'est-ce pas? Mais c'est d'ailleurs ce qui est un peu le fil conducteur de Doctolib. En fait, tout ce qui est fait, c'est fait pour aider, soutenir, enlever de la charge mentale. Tout à fait. Même si je pense qu'on ne se rend pas toujours compte vraiment de tout ce que ça implique, finalement. Et en fait, c'est là la grosse différence entre faire confiance à une société comme nous qui fournit un logiciel en mode service versus avoir quelque chose chez soi. Nous, on a des personnels et des gens qui sont dédiés à ces tâches-là, là où malheureusement... Et puis des mises à jour aussi, des évolutions technologiques. Malheureusement, quelqu'un dans son cabinet va pas forcément penser à mettre à jour un antivirus, mettre à jour son ordinateur, faire des sauvegardes régulières, etc. Ce qui peut amener à des pertes de données assez importantes. Et donc, en fait, le gros avantage pour nous vis-à-vis de nos clients, c'est ça. Alors, une autre question, c'est... alors, je pense qu'elle va peut-être... tu vas peut-être y répondre assez vite. Qui peut voir mon compte Doctolib et que voit-il? Alors, en un mot, en dehors du patient et de son praticien, personne. Totalement anonymisé. C'est ce que je disais au tout début, là, pour répondre à ta première question, enfin, la première question de la communauté. C'est exactement ce à quoi servent les méthodes de chiffrement qu'on a déployées. C'est vraiment pour garantir cette confidentialité de la donnée. C'est très important que nous, on n'a pas besoin d'avoir accès à la donnée pour fournir le service. Et vu que c'est de la donnée qui est très sensible, on se doit de la protéger. Et donc, le chiffrement, c'est une très bonne réponse pour ça. Et alors, vous nous avez posé aussi une autre question qui revient pas mal. Où sont stockées nos données et qu'est-ce que vous en faites? Et la personne qui nous a écrit nous dit « J'ai entendu dire que vous aviez choisi l'américain Amazon ». Je te confirme, celle-là, elle revient très, très souvent. Donc, la réponse courte, c'est oui et oui. Effectivement, on utilise Amazon, qui est une société américaine. Mais on l'utilise pour plusieurs bonnes raisons et ça ne nous empêche pas de répondre aux enjeux de conformité qui sont les lois nationales françaises, la loi sur la protection des données européennes qui est le RGPD. Mais pour faire ça, on a dû, déjà, localiser nos serveurs en Europe et plus précisément en France et en Allemagne. Donc ils ne sont pas aux États-Unis. Donc ils ne sont pas aux États-Unis.
On utilise aussi AWS parce qu'en fait, c'est un fournisseur de solutions qui nous permet d'avoir accès à un catalogue de solutions de sécurité qui est très très large. Et en plus, vu que c'est une société qui investit beaucoup sur ces domaines-là, ça nous permet de rester à l'état de l'art. Donc c'est très très important. Et encore une fois, ça ne nous empêche absolument pas de répondre aux enjeux des lois nationales qu'on a en France, type la loi informatique et liberté, le RGPD, et tous les mécanismes qu'on met en place grâce à AWS nous permettent d'être en ligne avec ça. Et après, il y a d'autres enjeux aussi que ça nous permet de couvrir. Si on se reprojette un peu dans le passé, on a dû, pendant la pandémie, s'adapter. Surtout gérer la campagne de vaccination pour la France et l'Allemagne. Il a dû y avoir un pic de connexion énorme. On a eu énormément de trafic. Et donc, effectivement, AWS nous a aussi permis de continuer à servir les utilisateurs malgré les gros pics de trafic qu'on a parce subis. qu'il fallait pas que tout d'un coup tout craque, tout le système craque. Exactement. J'imagine. Donc ça nous permet, si je comprends bien, de répondre aux attentes des utilisateurs sur la sécurité, la protection, la performance, tout ce qui est normal et ce qu'on vend aussi par ailleurs. Ouais, nous, ça nous permet vraiment d'amener toutes les garanties possibles pour les utilisateurs. On a une dernière question qui était à quand l'adoption de l'authentification biométrique ? Donc, le fait de pouvoir s'authentifier, je pense que vous avez compris, mais... Tout est prêt, que ce soit sur les solutions techniques qu'on utilise ou sur les matériels qui sont à la disposition. Donc, vous y avez déjà pensé ? Oui, effectivement. Donc, c'est quelque chose qui va arriver très prochainement. On sait que c'est assez contraignant pour les gens d'utiliser toujours un mot de passe, à qui on va aussi leur demander qu'il soit de plus en plus complexe pour résister à certaines attaques. On va leur demander d'utiliser un second facteur d'authentification, etc., etc. Donc la biométrie, ça va simplifier ça. Malheureusement, puisqu'il y a toujours un mais dans la technologie, ça va présupposer que pour que les gens soient en capacité de l'utiliser, qu'ils aient un matériel qui permette de le faire. Donc pour les personnes qui ont des ordinateurs un peu trop anciens, ça ne sera pas le cas. Pour les personnes qui ont des téléphones un peu trop anciens, ça ne sera pas le cas non plus. Mais en tout cas, pour tous ceux dont le matériel va le permettre, oui, on va mettre cette solution-là à disposition. Et donc vous pourrez vous authentifier comme sur vos téléphones avec votre visage, sur certains ordinateurs avec votre empreinte digitale, etc., etc. Donc pour ceux qui mettent encore un post-it avec leur mot de passe pour le transmettre à leur secrétaire, par exemple, parce que ça aussi, on entend parfois des histoires. J'espère qu'aussi ça permettra peut-être de changer un petit peu les habitudes. Je dis pas que tout le monde le fait. Je pense que je l'ai déjà fait aussi peut-être un jour dans ma vie. Mais c'est vrai qu'en tout cas, peut-être que le fait aussi de devoir tout le temps retaper son mot de passe, remettre sa sécurité, etc., c'est vrai que je peux comprendre que ce soit un peu contraignant. Donc, piste future, peut-être. Mais le post-it, ça reste une très mauvaise idée. Oui. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. Mais bon, c'est comme le fait d'utiliser le même mot de passe. De toute façon, exactement. On y est tous. Alors j'ai envie de dire, on y est tous passés. Peut-être pas toi, j'espère, de par ton métier, mais je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Et j'ai peut-être une dernière question pour toi. Comment est-ce que tu es tombé là-dedans, dans la sécurité ? C'est une vocation aussi, comme le fait d'être praticien ? La réponse à ta question, c'est oui. Mieux vaut être passionné, parce que c'est un sujet qui est vaste, qui est complexe, qui demande pas mal d'investissement. Je dirais par la petite porte. Petite porte, mais avec beaucoup d'exigences en tout cas, j'imagine, pour rentrer dans ce métier. Ouais, ça demande pas mal d'expérience, ça demande pas mal de formation, mais c'est un métier merveilleux, c'est très intéressant. Écoute, merci en tout cas d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura permis d'avoir quelques réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Évidemment, on continue d'échanger ensemble. Tous les jours, on vous lit et on vous écoute. Un grand merci pour toute la confiance que vous nous accordez au quotidien. Ça, c'est hyper précieux. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on va réussir, main dans la main, à trouver les meilleures solutions aussi de demain. Et voilà, tout simplement, sur cette belle conclusion. Merci à tout le monde. Merci Cédric. À très vite. À très bientôt. Pour un prochain épisode de Vous à nous.